Je pense qu'on va y aller. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Émile Johan, je suis chargé d'études naturalistes à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. Et aujourd'hui, accompagné du coup de Lola Brena, Clément Campèche et Solène Rognier, nous allons vous proposer donc un atelier sur la thématique des énergies renouvelables et de leur lien avec la biodiversité, donc à quatre voix, et qu'on va essayer du coup. Pardon, c'est un micro. Hop, je me permets. Tac. Et donc, on va essayer de rendre un petit peu cet atelier interactif, du coup, pour recueillir un petit peu vos avis et ressentis sur cette thématique qui est pas forcément évidente à aborder. Donc, déjà, peut-être un petit tour de présentation de la structure et du contexte dans lequel s'est déroulé ce projet. Donc en fait, c'est l'Agence régionale de la biodiversité qui a été initiatrice en répondant en fait à un projet tutoré étudiant. Donc l'ARB IDF en tant que tel, c'est un département de l'Institut Paris Région qui du coup a des missions. Alors, il y a un problème avec un lien. Je ne peux pas trop vous renseigner, c'est de voir avec Chloé Durard peut-être pour l'autre lien. Donc l'ARB qui donc s'articule autour de trois missions principales. La première, ça va être le développement des connaissances, notamment à travers l'animation d'une plateforme régionale de saisie de données naturalistes. On participe aussi à l'amélioration des connaissances à travers l'organisation d'écoles régionales pour former aussi le grand public aux sciences naturelles. On intervient donc en soutien aux politiques franciliennes et on intervient également en tant qu'ingénierie, formation et expertise donc auprès des collectivités et différents acteurs, notamment avec certains dispositifs comme le territoire engagé pour la nature. Et donc, je suis accompagné de trois autres animateurs que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi du coup c'est Lola Brena et donc j'ai participé à ce projet avec donc un autre étudiant du groupe dans le cadre d'un master 2 que j'effectue à AgroParisTech et qui s'intitule Gouvernance de la transition, écologie et société et c'est donc des sciences politiques appliquées aux enjeux de la transition écologique. Et bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je suis Clément Campèche et aujourd'hui, je suis accompagné de Solène Rognier. On était aussi avec deux autres camarades durant ce tutorat. Et nous, on provient de Sorbonne Université Sciences et on était dans un Master 2 en biodiversité, écologie et évolution. Merci. Donc effectivement, voilà, c'est un projet tutoré qui s'est réalisé, histoire de permettre un peu de faire le tour de cette question des énergies renouvelables et des problématiques qui y sont liées quand on les associe avec la biodiversité. Donc bon, le contexte, vous le cernez certainement, mais pour faire un petit rappel, donc, on est dans une phase de transition énergétique, on a des politiques publiques, qu'elles soient nationales ou régionales, qui incitent très fortement au développement des énergies renouvelables pour atteindre du coup un objectif de sobriété et d'efficacité énergétique. Mais on se rend compte de plus en plus que ces énergies renouvelables ne sont pas non plus sans impact sur les territoires sur lesquels elles s'installent. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire un petit tour d'horizon en fonction de ces différentes énergies, de voir quels étaient l'état des connaissances sur ces fameux impacts et ce qui pouvait être en tiré. Donc, effectivement, on a une problématique qui est fortement liée parce que d'un côté, on ne peut pas espérer atteindre cette sobriété énergétique sans passer par ces états d'énergie renouvelable. Et d'un autre côté, on le fait aussi pour préserver la biodiversité à long terme. Mais si c'est pour l'impacter quand on met en place les énergies renouvelables, il y a une sorte de paradoxe qui s'installe. Donc, l'idée, c'est vraiment essayer de faire le tour de cette problématique et de mieux la cerner. En termes de format donc, de cet atelier, donc on va découper les thématiques abordées en trois grandes parties. Donc la première concernera les énergies éoliennes, et donc elle nous sera présentée par Lola. La seconde donc, sur les énergies solaires qui sera présentée par Solène, et la dernière sur la biomasse présentée par Clément. Donc là, dans chacune de ces trois parties, on va avoir deux segments. Le premier va s'intéresser plutôt à l'état des connaissances à travers un recueil bibliographique sur les impacts. Et la seconde partie va plutôt chercher à proposer des solutions
et mettre en avant les bonnes pratiques qui, du coup, pourraient permettre une meilleure intégration de ces énergies vis-à-vis de la biodiversité. Avant de commencer le premier sujet, je vais activer du coup le petit sondage dont je vous ai envoyé le lien tout à l'heure. Et je vous invite du coup à pouvoir sélectionner une des réponses qui, selon vous, du coup, illustre le mieux la réponse à la question, qui est donc: peut-on concilier énergie renouvelable et biodiversité? Donc, je vous invite à le faire quand vous le souhaitez. Et dans le même temps, je vais passer la parole à Lola, sur l'énergie éolienne. Oui, donc on va commencer effectivement par parler des impacts de l'énergie éolienne sur la biodiversité. Et donc pour commencer, juste un point de vigilance qui est important de mentionner, c'est quand même l'incertitude scientifique qu'il existe encore autour de ces enjeux, autant du côté des impacts précis que peuvent avoir les énergies éoliennes sur la biodiversité, que du côté des solutions qui sont encore pour beaucoup en phase expérimentale et qui ne garantissent pas l'absence d'impact. Malgré ça, on a quand même pu réunir à travers donc, une étude bibliographique de la littérature scientifique et de la littérature grise et à travers des entretiens avec des personnes spécialisées comme de la Ligue pour la protection des oiseaux ou le Conseil national pour la protection de la nature. On a pu récolter des informations qui nous ont permis d'avoir quand même une bonne image des potentiels impacts de cette énergie sur la biodiversité et des solutions qu'on peut mettre en place pour y répondre. Et donc, je vais commencer par parler des impacts directs. Donc, effectivement, on peut distinguer pour le développement des parcs éoliens des impacts directs et indirects sur la biodiversité qui peuvent se manifester durant la phase de construction des parcs, mais aussi tout au long de la phase d'exploitation de l'énergie et qui affectent principalement deux espèces, enfin, principalement deux taxons, les chiroptères, dont les chauves-souris, et les oiseaux, bien que d'autres espèces puissent aussi être affectées, notamment dû à la proximité ou non de leur habitat avec les zones d'implantation des parcs. Donc pour ce qui est des impacts directs, on peut les résumer en trois risques principaux. L'effet d'attraction qui va entraîner un risque de collision et un risque de barotraumatisme. Donc, l'effet d'attraction, c'est en fait parce que, étant donné que l'habitat est ouvert par la présence d'éoliennes, c'est-à-dire qu'on va défricher l'habitat, ce qui va donner lieu à un habitat plus propice à la chasse. Et cet habitat va donc attirer plus la présence, enfin, les rapaces ou les chiroptères, malgré la présence d'éoliennes. Et donc, cet effet d'attraction, il va mener à un risque potentiel de collision, donc que ce soit avec les pales des éoliennes, avec les tours ou avec les lignes de transmission. Et ces collisions, très souvent, sont mortelles. Et le deuxième risque causé par cet effet d'attraction, c'est le barotraumatisme. Et en fait, le barotraumatisme, c'est un choc qui va être lié à la diminution soudaine de pression dans le corps de l'individu. Cette baisse soudaine de pression qui est causée par donc, le passage de l'individu à proximité des pales des éoliennes. Et dans la grande majorité des cas, ça va causer la mort de l'individu. Donc, ces impacts, ils sont principalement retrouvés chez les oiseaux et chez les chauves-souris. Donc, vous avez les chiffres de mortalité qui sont affichés sur la slide. On voit qu'ils sont un peu plus élevés pour les chiroptères que pour les oiseaux, tout en sachant que le taux de mortalité des chauves-souris est grandement variable en fonction des habitats, notamment en fonction de si les parcs se trouvent à proximité de forêts, par exemple. Et il faut aussi savoir que donc c'est les oiseaux migrateurs qui sont principalement affectés par la collision ou le barotraumatisme, mais ces impacts ils sont particulièrement inquiétants quand il s'agit des rapaces diurnes, puisqu'ils ont des populations qui sont déjà en faible effectif et qui ont un statut protégé. Et concernant les chauves-souris également, c'est particulièrement préoccupant, étant donné que le taux de mortalité causé par les collisions est suffisamment haut pour provoquer une inquiétude quant à la stabilité des populations. Et c'est des taux de mortalité qui sont assez hauts pour augmenter la probabilité d'extinction de certaines espèces de chauves-souris sur les 100 prochaines années. Donc, source d'inquiétude particulière sur ces deux espèces. Ensuite, donc, je vais passer aux impacts indirects. Donc, impacts indirects qui peuvent donc
qui consiste principalement en la modification des habitats qui va être causée par la présence et la construction des éoliennes. Et cette modification des habitats va engendrer des changements de comportement chez certaines espèces dans les habitats autour des exploitations éoliennes. Donc, les premiers impacts ils vont se passer pendant la phase de construction, étant donné que la phase de construction, elle va entraîner des coupes, des défrichements de la végétation, un terrassement, la présence d'engins de travaux et une présence humaine qui va causer des perturbations. Il faut aussi creuser des tranchées pour enterrer les câbles, pour relier les éoliennes entre elles et aux postes électriques, etc. Et donc, tout ça, ça va causer une altération, voire même une destruction des habitats, qui va donc affecter évidemment les comportements des individus, notamment quelques effets indirects peuvent être des abandons de nids ou des échecs de reproduction chez certaines espèces. Et ces effets-là, ils vont forcément donc modifier les réseaux trophiques et donc altérer le fonctionnement des écosystèmes. Ces travaux y contribuent également à la fragmentation des milieux qui a été mis en avant comme un des principaux facteurs de déclin de la biodiversité selon l'IPBES. Et donc, on a donc pendant la phase de construction des impacts assez importants sur les habitats et les milieux concernés. Et ces impacts, ils vont continuer pendant la phase d'exploitation également, vu qu'il va aussi y avoir des impacts indirects qui vont modifier le comportement des individus, notamment par un phénomène d'évitement. C'est-à-dire que la présence d'éoliennes, ça va engendrer forcément du bruit, il y a le mouvement des pales, il y a des vibrations, il y a des allées et venues liées à la maintenance des parcs. Et donc, tout ça, c'est des facteurs qui vont rendre l'habitat hostile et qui vont causer un effet d'évitement pour certains individus, ce qui peut notamment mener à une perte d'habitat qui peuvent affecter leurs habitudes de chasse, de repos et de nidification en fonction des espèces. Donc ce phénomène d'évitement, il va aussi concerner les espèces migratrices, étant donné que si les parcs se trouvent sur les trajectoires de migration, les individus vont donc générer une dépense énergétique supplémentaire en évitant ces éoliennes sur leur trajectoire de migration, ce qui peut, mais c'est encore à l'étape d'hypothèse et ça n'a pas été vraiment prouvé solidement, ce qui peut conduire à une mortalité plus élevée. Et donc ça, c'est lié donc toujours à ce phénomène d'évitement dû à l'effet barrière qui est provoqué par la présence des éoliennes dans certains habitats. Donc face à ces impacts directs et indirects, on a pu rassembler plusieurs préconisations, donc autant dans la littérature qu'à travers nos entretiens avec des experts. Et donc, ces préconisations, elles commencent par tout simplement le choix du site, étant donné que les impacts des parcs éoliens vont fortement varier en fonction de l'endroit où sont implantés les parcs, en fonction des habitats plus ou moins sensibles, en fonction des zones, de si les parcs sont à proximité de zones de nichage ou de zones de chasse ou sur des trajectoires migration qui sont connues. Il y a aussi l'enjeu d'éviter les zones où des espèces sensibles ou protégées vont être présentes. Donc, selon les experts, il est plus pertinent de placer les parcs sur des espaces déjà dégradés ou déjà anthropisés, avec par exemple les zones agricoles ou les bords d'autoroutes qui peuvent présenter qui vont engendrer de moindres impacts vu que la nature est déjà dégradée ou anthropisée sur ces zones. Ça implique d'avoir une cartographie précise, en revanche, des endroits où l'implantation des parcs présente le moins de risques, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Une fois qu'on a choisi le site, il y a aussi un enjeu de configuration et de placement des éoliennes, donc notamment le nombre d'éoliennes, leurs caractéristiques et leurs dispositions qui peuvent être pensées de façon à minimiser les effets barrières et les risques de collision, par exemple en pensant les espacements entre les éoliennes ou en les rassemblant par groupes qui peuvent permettre le passage des oiseaux sur les trajectoires de migration. Sur l'apparence des éoliennes, il y a des expérimentations qui consistent à peindre l'une des pales en noir, ce qui pourrait contribuer à une réduction des risques de collision, mais les effets de cette technique sont encore grandement incertains. Et donc, dans les techniques qui marchent le mieux, donc dans certaines solutions technologiques ont prouvé leur efficacité, et notamment le bridage. Donc, le bridage, c'est l'arrêt ou le ralentissement des pales dans certaines conditions,
quand on sait que les conditions sont propices à la présence de certaines espèces. Par exemple, pour les chauves-souris, on sait qu'elles ont tendance à être plus actives la nuit quand il fait une certaine température et en dessous d'un certain seuil de vent. Et donc, on peut configurer les éoliennes pour que quand ces conditions sont réunies, les pales soient soit arrêtées, soit ralenties pour réduire les risques de collision. Et ça pourrait réduire les risques de collision de 80% pour les chauves-souris, tout en ne causant qu'une perte de 1% du produit annuel d'électricité. Donc, c'est quand même assez intéressant. Il y a d'autres solutions technologiques qui sont en train d'être mises en place, notamment des dispositifs de détection automatique, diffusion d'effets sonores pour effaroucher les individus ou arrêt sur demande avec des technologies de radar. Mais leur efficacité reste à être prouvée et elles sont encore pour la plupart en phase expérimentale. Et surtout que certaines technologies comme les radars sont difficilement accessibles pour le moment. Et enfin, un passage sur la réglementation, qui est quand même un enjeu majeur. Donc en France, tout développement d'un parc éolien est sujet à étude d'impact. Et donc la séquence ERC, donc éviter, réduire, compenser, s'applique pour tous les parcs éoliens. Donc, ce qui implique pour les associations de vraiment insister sur les étapes éviter et réduire, puisque la compensation ne doit intervenir qu'en dernier lieu si vraiment on ne peut pas éviter les impacts. Et donc, l'évitement des impacts se fait comme par tous les éléments qu'on a vus avant, par le choix du site. La réduction se fait aussi par les solutions technologiques que je viens de citer. Et ce qui est très important, c'est d'insister sur l'importance de mener à bien les études d'impact et de renforcer les exigences sur ces études d'impact, puisque c'est ça qui va permettre après d'effectuer un vrai suivi sur les sites pour pouvoir adapter au fur et à mesure de la phase d'exploitation les mesures de réduction et potentiellement les mesures de compensation sur lesquelles il faut quand même être vigilant étant donné que leurs effets sont plutôt à très très long terme et souvent elles doivent vraiment venir après réduction des impacts. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez revenir sur certains points lors de la phase de questions. Merci. Merci Lola pour ce premier tour d'horizon un petit peu de tout ce qui concerne les éoliennes. Alors, à chaud, est-ce que vous avez des petites remarques, des avis, des mots à nous donner sur cette première partie qui concerne les éoliennes ? Est-ce que ça vous a fait émerger des questionnements peut-être, cette thématique des éoliennes qui, c'est vrai, on en entend beaucoup plus parler quand même que les autres énergies renouvelables, donc c'est un peu celle qui a été le plus étudiée. Hein. Je pense que là, tu me confirmeras qu'au niveau bibliographie, les éoliennes sont quand même l'énergie renouvelable largement dominante à l'heure actuelle. Mais il y a quand même des choses qu'on continue de découvrir sur certains de leurs impacts. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des remarques sur la thématique. En attendant, je vous propose de regarder quand même le petit sondage de tout à l'heure. Alors, je vais déplacer la fenêtre là. Est-ce que vous voyez bien la fenêtre qui s'affiche ou pas avec le sondage, ouais. Donc, c'était juste par curiosité un petit peu pour voir le ressenti des gens par rapport à cette thématique. Et on voit que c'est vrai qu'on a un public qui est plutôt sensibilisé, je pense, au sujet, mais on voit qu'effectivement, on a toujours plutôt une ambiance de méfiance un petit peu, on va dire, vis-à-vis des énergies et du manque de connaissances qu'on a à leur égard. Et c'est aussi un petit peu le but de cet atelier, de faire le point sur du coup, tout ça. Très bien. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur les experts qu'on a auditionnés. Donc, pour la partie éolienne, on a eu deux personnes en particulier, et c'était donc Maxime Zucca du Conseil national de la protection de la nature et Geoffroy Marx de la LPO. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que pour ce projet tutoré, pardon, vous êtes allé aussi effectivement auditionner pas mal d'experts extérieurs. Alors, on a une question, monsieur Luc Thérèse. Oui, bonjour, Luc Terrasse, je suis en charge de l'ARB en Bourgogne-Franche-Comté et avant, surtout, j'ai travaillé 20 ans en Andréal sur les espèces protégées. Donc, pour vous dire effectivement que le sujet, donc je traitais notamment les questions éoliennes. Donc le sujet est complexe parce que la connaissance est complexe à obtenir, parce que les rapports avec les défenseurs des éoliennes sont compliqués à obtenir,
parce que les rapports avec les opposants aux éoliennes sont compliqués et donc c'est un sujet effectivement éminemment politique en termes de biodiversité. On pourrait compléter ce que vous avez dit, Madame Brenna, mais vous avez fait une synthèse qui va dans le bon sens. Après, il y a plein de subtilités dans ce que vous avez dit en fonction des considérants locaux, des types d'espèces. Alors, par exemple, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées, toutes les espèces de rapaces sont protégées, et la plupart des passereaux seront protégés également. Donc, en fait, vous avez toujours affaire à des autorisations au titre des espèces protégées à 100% des cas, et les défenseurs, les développeurs éoliens posent toujours leur parc en dehors de SNIEF, en dehors de sites Natura 2000, en dehors de réserves. Donc, elles sont toujours dans des endroits où on a peu de données qu'il faut acquérir, et c'est eux qui les acquièrent. Ça pose aussi la question de la gestion de fait. Et puis voilà. Donc, et il y a un élément qui pèse sur toutes ces choses-là, c'est la dimension paysagère, parce que la biodiversité est souvent l'un des outils qui est utilisé par les opposants pour lutter contre des choses que je ne veux pas juger, parce que l'enfermement éolien existe dans certaines communes qui sont bloquées à 200 degrés sur 360 par des champs éoliens. Dans certaines communes de Lyon, c'est le cas. Donc, ça pose des vrais problèmes. Et donc, après, tous les sujets sont bons pour essayer d'éviter d'en avoir de plus. Donc, effectivement, on se retrouve entre deux politiques publiques qui sont la politique de l'autonomie énergétique, qui passe forcément par de l'éolien, et la politique de la protection de la biodiversité, qui passe forcément par pas d'éolien à certains endroits. Toutes les préconisations que vous avez dit, Madame Brenna, en fait, sur les radars, sur la mise en drapeau, sur l'arrêt des éoliennes, tout ça, c'est sujet à controverse à chaque fois, parce que les outils sont pas assez précis aujourd'hui pour pouvoir arrêter des éoliennes. Il leur faut plusieurs dizaines de minutes pour s'arrêter. Quand vous avez détecté un vol de grues cendrées, par exemple, elles vont pas s'arrêter immédiatement. Donc, vous allez broyer effectivement un certain nombre d'espèces. Par contre, il y a des espèces qui les évitent allègrement. Il y en a d'autres, comme l'aloès lulu, qui sont plutôt sur sur des phénomènes ascendants, en fait, qui peuvent être très, très impactés alors qu'on ne les voit pas. La plupart des espèces, si vous ne récupérez pas les cadavres le lendemain matin, ils ont été nettoyés naturellement par les renards et autres. Donc, c'est impossible de connaître la mortalité. Donc, tout ça fait que c'est un sujet complexe qui percute deux politiques publiques qui sont souvent amenées comme étant les deux mêmes pour faire avancer l'homme sur la planète. Donc, bon courage pour cet atelier, parce que je pense qu'on va pas arrêter aujourd'hui les bonnes solutions. Mais bon, on va avancer ensemble. Oui, c'est ça l'idée, effectivement. C'est vrai qu'il y a des paradoxes un petit peu dans ces deux thématiques qu'on a tendance à toujours lier, alors qu'au final, on se rend compte assez rapidement en grattant qu'il y a quand même des choses qui divergent pas mal. Et c'est vrai que c'était un peu toute l'idée derrière ça, de remettre un peu de science aussi parmi tout ça, et de voir où ça en était. Et je rebondis juste sur ce que vous disiez sur l'état des connaissances avant projet, parce que je pense que c'est un problème assez fondamental sur pas mal de thématiques quand il s'agit de mise en place d'infrastructures, et les énergies renouvelables ne font pas exception à la règle. C'est vraiment ce problème quand même de priorisation de certains sites par rapport à d'autres, sous prétexte qu'il n'y a pas de déterminants INEF, il n'y a pas de site Natura 2000, alors qu'en fait, ce sont des zones qui ont juste été sous-prospectées, et où on va s'engouffrer dans ce genre de choses, et après, a posteriori, se dire « Ah mince, au final, il y avait des populations de telle ou telle espèce protégée ». Et bon, c'est toujours des problématiques qui sont assez difficiles à anticiper, mais on s'en rend compte généralement un peu trop tard. Merci en tout cas pour cette intervention. J'ai un petit message dans le chat d'ailleurs que je vais faire le porte-parole du coup de ce message, qui dit que concernant les mesures de réduction appliquées aux éoliennes, je rejoins Monsieur Terraz, toutes ne sont pas systématiquement appliquées, et lorsqu'elles le sont, leur efficacité reste limitée. Attention également aux estimations de mortalité dont on sait qu'elles sont sous-estimées. On a également une question d'Olivier Renaud qui nous demande « Bonjour, a-t-on des éléments sur l'impact des petites éoliennes individuelles dans la littérature ?» Non, sur la littérature que nous, on a balayée, il y avait pas de données sur ce type d'éolienne. Alors, je peux répondre en partie, c'est que les éoliennes dont on parle, c'est des éoliennes qui sont soumises à permis de construire, donc dont les hauteurs sont supérieures à 12 mètres. Les éoliennes individuelles dont on parle sont souvent des éoliennes inférieures à 12 mètres et qui ne sont pas soumises à l'autorisation environnementale dont Madame Brenna a détaillé une partie des mesures. Donc effectivement, il n'y aura que des retours ponctuels, mais il n'y a pas de retour systématique. Pour les champs éoliens dont on parle, c'est des champs dont en bout de pale, on va avoir des éoliennes qui sont entre 110 et 210
10 mètres de haut. Il faut avoir aussi ces hauteurs en tête. Je parle de bouts de pales avec des pales qui vont faire entre 40 et 60 mètres de diamètre. Et donc là, il y a toute une procédure administrative qui impose aux développeurs et surtout aux exploitants éoliens de rendre un certain nombre de choses dans le cadre des mesures ERC. Et notamment les suivis sont pas encore complètement protocolisés au niveau national et on a du mal à obtenir parfois de manière un peu naturelle le résultat des suivis dont je parlais tout à l'heure, de la limite qu'il faut leur donner aussi, parce que ça coûterait beaucoup plus cher en fait. Pour donner un ordre de grandeur, d'installer un détecteur, une bad box à chauve-souris sur une pale d'éolien, ça coûte environ 15 000 €. Et une éolienne, ça coûte environ 2 millions d'euros. Pour un mois, il y en a des plus chers, mais environ 2 millions d'euros. Et à chaque fois, on bloque sur ces quelques milliers d'euros pour le suivi, alors que l'investissement de base est 100 ou 200 fois plus onéreux que les méthodes pour le suivre. Mais pareil, derrière, si on devait faire des passages systématiques en bas d'éolien tous les matins pendant une période déterminée, ça nécessiterait des moyens humains qui sont rarement prévus aujourd'hui par les mesures compensatoires. Enfin, par les mesures de suivi, non pas compensatoires. Je pense qu'on réabordera cette question des suivis tout à l'heure, notamment sur le sujet du photovoltaïque, parce que je pense que c'est une thématique assez intéressante. Et sans plus tarder, je vous propose de passer à la deuxième thématique du coup de cet atelier et qui concerne les panneaux photovoltaïques. Et je laisse du coup la parole. Du coup, maintenant, on va parler de l'énergie photovoltaïque, donc c'est tout ce qui est l'énergie solaire et donc les panneaux solaires. Nous savons aujourd'hui que l'énergie solaire va être de plus en plus prisée et elle va sûrement être multipliée par 60 d'ici 2030. C'est ce que la stratégie régionale énergie-climat a dit. Et donc, est-ce qu'on peut changer les diapos, s'il vous plaît? Et du coup, des panneaux solaires, ça peut se trouver sur différentes surfaces. Donc, ça peut se retrouver au sol, sur des panneaux, sur des parcs photovoltaïques, et également en haut des toitures, et aussi sur des ombrières, comme on retrouve au-dessus des parkings. Donc, pour ce qui est de la puissance installée en France, les parcs au sol et les ombrières représentent 50%, et l'autre 50% représentent les toitures, donc les résidences et les maisons individuelles. Donc, on sait que les panneaux solaires sur toiture vont avoir un impact moins important sur la biodiversité que les panneaux solaires qui sont placés au sol. Du coup, nous allons vous présenter les quelques impacts que nous pouvons retrouver sur des panneaux solaires. Donc, tout d'abord, en phase de construction, celle qui est la plus néfaste pour la biodiversité, il y aura la destruction et l'altération du milieu qui est choisi pour l'emplacement du parc solaire. Et donc, il y aura de la perte d'habitat. Car lorsque nous installons des parcs de panneaux solaires, il y aura du défrichage, du terrassement et d'aplatissement et également du tassement du sol, ce qui peut faire du changement d'affectation du sol. Et lorsque, donc, sur ces grands champs de parcs solaires, il y a également des creusements qui se font pour tous les raccordements entre les panneaux solaires. Il y a également de la fragmentation de l'habitat, puisque autour de ces grands parcs de panneaux solaires, nous mettons des grillages ou des barrières qui empêchent la faune de passer. Donc la petite faune va pouvoir passer, mais par contre la grande faune va être bloquée, et donc ça va engendrer des modifications du fonctionnement des écosystèmes, puisque les espèces ne pourront pas se déplacer comme elles veulent. Donc après, on va passer à la phase d'exploitation du parc solaire. Donc elle est un peu moins impactante, mais il y a quand même des impacts à notifier. Ça va être surtout l'avifaune, les chiroptères et les insectes qui vont être touchés par l'installation des panneaux solaires. Effectivement, il y a des gros risques de collision sur les panneaux solaires, que ce soit parce que ces espèces vont confondre les panneaux solaires avec des surfaces aquatiques et donc se heurter sur les panneaux solaires, ou alors ils vont être attirés par la lumière qui est réfléchie sur les panneaux solaires. Donc, par exemple, les insectes vont être attirés par la réflexion de la lumière sur les panneaux solaires, et les espèces qui chassent ces insectes, comme les chiroptères et l'avifaune, vont se heurter sur les panneaux solaires. Après, du coup, il y a un phénomène qui est de plus en plus présent, c'est les panneaux solaires flottants, donc sur les surfaces aquatiques, qui vont avoir des impacts sur les espèces qui se retrouvent au-dessus des surfaces aquatiques et en dessous des surfaces aquatiques.
Effectivement, il y a d'abord l'installation de ces parcs flottants qui va être assez destructrice, puisqu'on fait des trous dans le sol pour les raccordements et également de la déforestation pour les alentours de la surface d'eau. Mais il y a également des pollutions. Donc, par exemple, la pollution chimique plastique qui est due aux flotteurs plastiques qui permettent de soutenir toute la structure des panneaux flottants sur ces surfaces d'eau. Et également la pollution des fientes d'oiseaux, car les oiseaux vont se poser sur ces panneaux solaires et vont faire leur excrément. Et s'il y a trop de fientes d'oiseaux qui s'accumulent au fur et à mesure et qui tombent dans les surfaces, dans les mares, etc., ça peut faire de la pollution chimique. Ensuite, il y a également la réduction du succès reproducteur, notamment des insectes, puisque les insectes vont confondre les panneaux solaires avec les surfaces d'eau et pondre leurs œufs sur ces panneaux solaires. Or, les œufs ne sont pas faits pour se développer sur les panneaux solaires, et donc il y aura une réduction de succès reproducteur. Et ça peut aussi réduire la survie de certaines espèces d'oiseaux aquatiques, notamment parce qu'elles vont se poser entre les panneaux solaires. Or, elles vont avoir besoin de beaucoup d'espace pour redécoller et donc vont rester coincées entre ces panneaux solaires où il y a moins d'espace. Et lorsque ces espèces d'oiseaux vont faire des grandes migrations, elles vont vouloir se reposer, sauf qu'avec la présence des panneaux solaires, elles ne vont pas pouvoir se poser et donc elles vont se fatiguer plus facilement. Ensuite, les panneaux solaires flottants peuvent aussi avoir un impact car la faune et la flore qui sont en dessous des panneaux solaires vont avoir moins accès à la lumière et donc il peut avoir une répercussion sur tout ce qui est algues et donc le cycle de l'eau. Pour ce qui est de l'accès à la lumière, la végétation qui va être aussi donc terrestre et non aquatique cette fois-ci va avoir moins accès à la lumière à cause de la présence des panneaux solaires et donc il y aura une réduction de la photosynthèse de cette végétation et ça va également engendrer plus d'évapotranspiration de cette végétation. Notamment, on peut quand même noter que la présence des panneaux solaires va protéger contre le gel et va réduire la variation de température, ce qui va créer un microclimat sous ces panneaux solaires. Du coup, pour réduire tous ces impacts des panneaux solaires sur la faune et la flore, nous pouvons vous amener quelques préconisations et recommandations que nous avons identifiées suite à notre bibliographie et aux experts que nous avons interviewés. Du coup, il est intéressant toujours de faire une étude de terrain pour sélectionner les milieux les plus propices à recevoir des panneaux photovoltaïques, car des espèces qui sont plus ou moins sensibles à la production, au placement des panneaux solaires. Du coup, on a noté quand même qu'il est préférable de privilégier les panneaux solaires sur bâtis et sur des friches très anthropisées ou imperméabilisées, car ce sont des milieux et des espaces à faible valeur écologique, donc avec moins de conséquences pour la biodiversité. Ensuite, il faut mettre des protocoles de suivi standardisés, mais également prendre en compte certaines spécificités de chaque projet pour qu'il y ait moins d'impact sur la biodiversité. Lors des travaux, il est important de faire attention aux engins lorsque nous les utilisons, car lorsqu'il y a le déplacement de ces engins de travaux, ils peuvent déplacer des espèces exotiques envahissantes, donc toujours bien les nettoyer. Et il faut également adapter les travaux au calendrier des espèces, car lorsque les espèces vont être en période de reproduction ou migration, c'est là où elles sont les plus vulnérables, donc il faut adapter les phases de travaux. Ensuite, il faut également prendre en compte les impacts que ça peut avoir sur les habitats qu'il y a autour des parcs solaires, puisque tous les habitats sont connectés entre eux, et donc si on dégrade un habitat, on dégrade également les habitats aux alentours. Mais il faut noter qu'il y a quand même des synergies positives entre la présence de la végétation et les panneaux solaires. Perdu le son. La présence des variations de température. Et quoi? Est-ce que tu peux juste reprendre la phrase du début, parce qu'il y a une coupure sur le son. La phrase laquelle? Juste le début de ta phrase. Ah, ok. Pardon. Du coup, on peut noter quand même qu'il y a des synergies positives entre la présence de panneaux solaires et la présence de végétation, puisque la présence de panneaux solaires va faire une stabilité dans la variation des températures, et donc un microclimat parfois favorable à certaines cultures sous les panneaux solaires. Et la végétation qui est sous les panneaux solaires va faire plus d'évaporation, et donc refroidir les panneaux solaires. Or, on sait que si les panneaux solaires sont trop chauds, ils vont créer moins d'énergie, donc c'est
intéressant d'avoir de refroidissement de ces panneaux naturellement. Et donc, pour ce qui est des solutions techniques, je veux bien dire, s'il vous plaît. Du coup, on peut améliorer les exigences de suivi environnemental pré, pendant et post-travaux pour voir s'il n'y a pas une dégradation à long terme de ces sites avec les panneaux solaires. Il y a notamment de nouveaux panneaux solaires qui sont identifiés, par exemple des trackers solaires qui vont suivre la lumière du jour. Et donc, il y aura une réduction de l'ombre qu'il y a sur le sol. Et donc, la végétation ne sera pas toujours à l'ombre, elle sera de temps en temps au soleil. Et il y a également les panneaux solaires bifaciaux qui sont de plus en plus développés et qui seront notamment le long des infrastructures de transport linéaire. Donc, ils sont plutôt à la verticale. Et il y aura moins de fragmentation des habitats puisque les espèces vont pouvoir passer entre les panneaux, contrairement aux parcs au sol qui sont très bas. Et c'est bon là, c'est bon. Désolé. Désolé, le réseau n'est pas. Après, pour ce qui est de réduire l'attractivité des espèces sur les panneaux solaires, nous pouvons donc réduire le réfléchissement des rayons du soleil. Nous pouvons installer sur les panneaux solaires des revêtements anti-réfléchissement ou des bandes blanches non polarisantes, pardon. Et pour le déplacement des espèces entre les panneaux solaires, nous pouvons élargir l'espacement interbandes entre les lignes de panneaux solaires. Donc, par exemple, on voit là que les moutons et le chien se baladent tranquillement. Et nous pouvons également développer l'agri-photovoltaïsme qui est de plus en plus développé en choisissant des cultures qui sont favorisées par la présence de panneaux solaires. Et cette production d'électricité par les agriculteurs leur permet d'avoir aussi un revenu qui peut être intéressant pour eux. Voilà. J'espère que ça n'a pas trop coupé. Voilà. Merci Solène. Non, c'est bon, ça a été, pas de souci. Donc merci pour ce petit tour d'horizon aussi du photovoltaïque. Alors effectivement, le photovoltaïque, il y a tellement de formes diverses et variées de le mettre en place que je pense qu'on pourrait faire une journée entière dessus. L'idée était juste de faire un petit tour d'horizon de ce qui se faisait et des limites que ça comporte. Si vous avez des remarques sur cette thématique, je vous invite à lever la main. Et j'ai deux commentaires dans le chat que je vais pouvoir lire. Le premier, comment peut-il y avoir plus d'évapotranspiration alors qu'il y a beaucoup moins de biomasse végétale? Il est plutôt considéré que l'évapotranspiration est réduite, ce qui conduit à la création du lot de chaleur. Je pense que c'était plutôt l'inverse que tu voulais dire, peut-être Solène, sur l'évapotranspiration des plantes sous les panneaux, qu'elles sont moins exposées à la lumière. Oui. Okay. Mais c'est vrai que le rôle d'ailleurs de l'évapotranspiration sur la production des panneaux, il y a une thèse en cours à l'IES Paris qui justement cherche à vraiment quantifier précisément ce gain d'énergie qui pourrait être mobilisé dans le cadre des toitures biosolaires notamment. Et de mémoire, il me semble qu'on arrive sur des chiffres de l'ordre de 20% à peu près, donc ce qui commence à être assez intéressant pour les producteurs d'énergie. Autre petite remarque, cette fois, adapter les travaux au cycle biologique suppose parfois des chantiers en hiver, période à laquelle les engins s'enlisent et détruisent davantage les sols, embourbement. C'est vrai. C'est vrai que ça peut poser des problèmes. Peut-être Solène, si tu veux ajouter un mot là-dessus. Oui, effectivement, c'est pour ça que c'est compliqué de mettre en place des parcs de panneaux solaires. Après, nous, on a essayé de trouver les solutions les plus intéressantes, mais c'est vrai qu'il y a toujours des problèmes avec les calendriers des travaux. Et voilà. Je ne sais pas comment répondre à cette question-là. Non, après, j'ai peut-être juste envie d'ajouter. Oui, vas-y. Ouais, je me permets de continuer sur ce que tu as dit, Solène. On a aussi le problème, pareil, dans tout ce qui est chantier immobilier ou des panneaux photovoltaïques, qui consiste à dire que ce sont des périodes qui sont l'hiver, qui sont compliquées pour les chantiers, mais qui sont aussi du coup intéressantes pour la biodiversité. Et on se retrouve avec du coup un juste milieu ou un paradoxe de ne pas vouloir faire les chantiers quand l'hiver parce qu'on a des problèmes dans la construction, mais que pour la biodiversité, ça serait plus intéressant de le faire l'hiver. Donc on se retrouve avec des problèmes
des problèmes divers, variés selon les acteurs et les préoccupations de toutes les parties sont divergentes sur la période de travaux. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir quelque chose de parfait, hein, sinon ça se ferait. Mais disons que c'est une conciliation des enjeux qu'il faut viser. Et puis, peut-être qu'on va en parler juste après, mais effectivement, si les engins commencent à vraiment trop s'enliser ou s'engrouper dans les sols, c'est peut-être aussi que les sols n'ont pas été bien choisis pour la mise en place de ces panneaux et qu'il fallait réfléchir un petit peu avant à ces problématiques. On a une autre question qui est est-ce qu'il y a une hauteur minimale des panneaux photovoltaïques pour les animaux qui pâturent? Est-ce qu'il y a des conditions à la mise en place de pâturage? Alors, les pâturages, c'est encore assez compliqué parce que je sais que justement, avec la thèse donc c'est Marie Belin à l'IES, on avait interviewé et disait que en général, les moutons, ça mangeait un peu tout. Donc, c'est en pleine expansion et expérimentation. Je sais qu'il y a des inclinaisons des panneaux solaires qui sont étudiées. Mais alors, la hauteur, j'avais plutôt des hauteurs pour la végétation sur toiture, justement, pour allier la végétation avec les panneaux solaires. Mais pour ce qui est des pâturages, je n'ai pas d'auteur à vous dire comme ça. Je lis juste la dernière petite remarque du chat et après je donne la parole à M. Terraz. Olivier Renaud nous dit « J'ai des réticences sur l'agrivoltaïsme dans la mesure où les surfaces de toiture et de parking sont déjà conséquentes, réparties là où sont les besoins en énergie et donc à prioriser. » Et je pense que c'est un peu toute la question justement du photovoltaïque, hein, c'est arriver à privilégier d'abord les sites où on peut les mettre en place sans risquer d'impacter la biodiversité, hein, comme Solène l'expliquait tout à l'heure. Les friches, typiquement, sont un enjeu, surtout en Île-de-France, vraiment très important, hein. On a une sorte d'Eldorado du photovoltaïque qui est en train de se développer. Et c'est vrai que le moindre bout de terrain qui peut être utilisé pour l'est, sans forcément tenir compte de ce qu'il y a déjà sur le site en termes de biodiversité ou en termes d'autres utilisations, ça peut être aussi social, ça peut être culturel. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le fondement de la problématique. Et je laisse la parole à M. Terraz. Oui. Je vais juste dire avant la question, que aussi pour ce qui est toiture, il y a aussi la construction du bâtiment doit être faite pour accueillir des panneaux solaires parce que c'est assez lourd l'infrastructure. Du coup, il faut aussi miser sur les nouvelles constructions ou alors bien vérifier que les anciens bâtiments peuvent accueillir des panneaux solaires. Merci. Oui, pour le photovoltaïque, c'est malheureusement plus facile à gérer que l'éolien parce qu'on est sur la dimension XY. Et donc, effectivement, on a un impact direct sur le sol. Ce qui est dit aussi, ce qu'on voit sur les photos, c'est qu'il y a toute une préparation du sol avec une modification pédologique en fait, des sols. Alors, on parle d'agriculture, mais si on parle de biodiversité, ça pose des vraies questions. La question est un peu comme l'éolien. On a du mal en France à faire autre chose que des gros machins qui ressembleraient à des centrales nucléaires. Et donc, pour optimiser à fond l'économie et la rentabilité des systèmes, on est obligé de faire des grands parcs éoliens. On est obligé de faire on se croit obligé de faire des grands parcs éoliens et puis des dizaines d'hectares de photovoltaïque. Et là, on en revient aussi à une politique peut-être qui devrait être un peine plus on va dire, en réseau avec en urbanisme des obligations qui seraient sur des bâtiments qui existent déjà ou qui seraient à construire, où on récupérerait ces milliers d'hectares de surface en fait, de manière un peu plus simple. Pareil pour l'éolien, on a des cas dans le Jura où il y a quelques éoliennes importantes qui ont été créées, mais avec une volonté locale. Alors, il n'y a qu'un champ éolien qui existe comme ça dans le Jura, au-dessus de Poligny, où il y a 6 éoliennes qui ont été installées, dont 2 ont été achetées par les habitants de la commune en question, à Chamol. Et donc, c'est le seul cas d'ailleurs où le champ n'a pas fini au tribunal administratif. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on revienne aussi à un peu plus de réseau entre des petites structures, ou en tout cas des structures plus adaptées aux besoins. Et c'est un peu ce que dit un collègue en fait dans le chat. C'est que, essayons d'organiser les choses sur les choses qui sont déjà organisées et râpées pour la biodive, plutôt que d'essayer d'investir des zones neutres. Hein. On sait que c'est plus facile de créer une zone d'entrepôt, un champ photovoltaïque ou éolien, là où il n'y a rien, où tu pars de terrain nu, c'est beaucoup plus facile à gérer plutôt que de réinvestir en fait des anciennes friches industrielles ou des bâtiments qui existent ou mettre en place des ombrières. On pourrait, pour le photovoltaïque, prioriser autrement que d'investir 30 ou 40 hectares d'un seul tenant qui pourrait servir à autre chose.
mais c'est moins rentable. J'imagine c'est aussi un des arguments qui ressort du côté des investisseurs. Je suis désolé, on doit enchaîner, l'heure tourne, ça passe très très vite, 1 heure, donc on va entamer la dernière partie du coup de cet atelier qui va concerner un sujet qui pour le coup est généralement moins connu, c'est celui des bioénergies, notamment la biomasse, et je laisse la parole à Clément sur ce... Merci. Donc voilà, moi j'ai bossé avec une collègue à moi sur la biomasse et la bioénergie. Alors c'est un sujet qui est assez vaste en fait parce que faut savoir que déjà en France, il y a 34% de l'énergie renouvelable qui est faite à partir de biomasse. Mais quand on parle de biomasse, ça consiste à utiliser plein de matières premières végétales et on va en fait rapidement se rapprocher des problèmes d'agriculture, mais je vais en revenir plus tard. Donc, pour vous donner quelques mots de définition pour rentrer dans le contexte, donc déjà la bioénergie, c'est l'utilisation de la biomasse comme matière première pour produire de l'énergie. Et du coup, pour cette bioénergie, on utilise de la biomasse qui est des fractions biodégradables, des produits, de déchets, des résidus provenant de l'agriculture, y compris des substrats végétaux et animaux issus de la terre, de la mer, de la sylviculture, des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. Donc, vous voyez que c'est un sujet très vaste, en fait, et on s'est retrouvé à devoir faire des choix pour réussir à cibler notre problématique. Et en accord avec, du coup, l'ARB Île-de-France, on s'est intéressé à des énergies qui étaient importantes pour l'Île-de-France. Dans ces énergies, si je commence par le biogaz à droite, donc c'est ce qu'on appelle la méthanisation, je vais y revenir. Il faut savoir qu'en Île-de-France, on a très peu d'agriculture, d'élevage, excusez-moi. Du coup, il y a d'autres régions qui ont un apport en biomasse qui provient plus de l'élevage, alors qu'en Île-de-France, on est plus sur un apport d'énergie, de matières premières qui vient de l'agriculture. Donc, ça va être un sujet en fait qui va être assez déconnecté de certaines régions parce que c'est vraiment des problématiques qui sont très locales. Pour revenir aux différentes bioénergies que l'on a, donc on a d'abord le bois énergie qui consiste à utiliser comme matière première le bois, soit issu de plantations, soit issu des déchets du bois à des fins de construction. On a aussi le biocarburant, donc que ce soit le bioéthanol, le biodiesel, où il y a plusieurs générations de carburant, mais c'est un sujet qu'on ne va pas aborder parce qu'il est un peu en contre-courant de ce que l'on fait en Île-de-France. Du coup, on a décidé d'en parler, mais de ne pas développer dessus. Et enfin, le biogaz, donc soit des déchets végétaux, ce qu'il y a énormément en Île-de-France, des déchets animaux, qu'il y a, par exemple, en Bretagne, ils utilisent beaucoup pour la méthanisation, et aussi tout ce qui est méthanisation ou pour des ordures ménagères. Du coup, la biomasse a différents impacts. Alors déjà, il y a tout ce qui est problème d'usage des sols. En fait, on a une pression foncière autour de l'alimentation. L'un des principaux apports de la méthanisation en Île-de-France, c'est utiliser du coup l'agriculture, une matière première végétale que l'on produit. On se retrouve donc avec une problématique qui est nourrir la population ou faire de l'énergie, qui est un problème aussi bien sociétal que énergétique et que alimentaire. On revient à la même chose pour le bois. En fait, on a un problème d'usage des sols et de pression foncière, de savoir si l'utilisation de forêts à des fins de bioénergie n'entraîne pas des problèmes au niveau de la pression foncière. Il faut savoir qu'en France, on a 30% du territoire qui est recouvert de forêts et du coup, ça reste une énergie potentiellement avec énormément de matières premières. En ce qui concerne les forêts, on sait qu'une forêt exploitée a une biodiversité qui est beaucoup plus faible qu'une forêt non exploitée et non gérée. Enfin, il y a le problème du coup de la récupération excessive de la biomasse. On se rapporte à des problèmes au niveau de l'agriculture qui est si on n'organise pas des rotations des cultures et que l'on fait des cultures intensives avec énormément d'intrants,
on arrive soit à des problèmes où on n'arrive plus à apporter assez d'intrants, soit avec un appauvrissement des sols et des nutriments. On se retrouve du coup avec beaucoup de problèmes de gestion. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on ne va pas se concentrer sur les problèmes de gestion qui impactent la biodiversité, comme on pourrait avoir sur des discussions autour de l'alimentation, d'utilisation de pesticides. On a décidé de ne pas en parler directement parce que c'est totalement un autre discours, même si ça nous concerne, nous, pour la biomasse et pour la production d'énergie végétale, on a décidé de ne pas en parler. Et on a d'autres impacts possibles sur, par exemple, les unités de méthanisation, comme vous pouvez les voir en bas à gauche. Ce sont des structures en fait, qui demandent une place assez importante et qui demandent surtout une imperméabilisation totale des sols. Donc, on se retrouve avec une forte emprise des sols, des unités de méthanisation, et ça entraîne du coup des problèmes sur la pression foncière du sol. Il faut savoir qu'en Île-de-France, on a 43 sites de méthanisation au 1er janvier 2022. Donc, même si pour l'instant, en Île-de-France, ce n'est pas très développé, si cette forme d'énergie se développe, on risque d'avoir une perte de sol qui est normalement pour l'alimentation, pour une construction de ces unités de méthanisation. L'un des problèmes que l'on rencontre, c'est l'utilisation de cives, qui sont des cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui sont une solution pour ne pas utiliser, pour diminuer la pression entre la production alimentaire et la production de cette biomasse pour faire de l'énergie. Donc, ce sont des cultures que l'on met entre deux cycles de culture alimentaire. Et le problème, c'est que ces cives ont une période de fauchage qui se met en plein milieu de la nidification des espèces et qui pose aussi, comme l'agriculture, un problème de fauchage et de destruction de sites de nidification ou directement de portée au sein des champs. Du coup, on a eu plusieurs préconisations. Donc, je ne vais pas trop en parler, mais il y a toutes les… Ça revient à parler aussi des préconisations que l'on a sur l'agriculture plus générale et sur l'usage des sols et de l'exploitation. Il faut savoir que pour la biodiversité, et comme pour les panneaux photovoltaïques, on essaye de se dire qu'il faut d'abord utiliser des zones dégradées, abandonnées ou des friches pour essayer de produire des végétaux qui pourraient être pour la production énergétique et aussi de valoriser d'autres sources de biomasse comme les résidus de déchets industriels ou personnels, et aussi une gestion agricole et forestière, une utilisation des déchets issus de tout ce qui est industrie de bois pour essayer de diminuer la pression qu'on peut avoir sur les forêts. Enfin, il y a toute une logistique que l'on n'a pas dans les grandes villes ou dans les plus petites villes, qui est l'utilisation de biomasse issue des déchets d'espaces verts urbains ou par exemple des bords d'autoroute pour réussir à trouver de la matière végétale qui n'est pas issue d'une agriculture dite traditionnelle. Enfin, il faut penser à mettre des modes de gestion durables, que ce soit pour des productions énergétiques ou, là, pareil, pour les agricultures, moins intensifs, avec des paysages bioénergétiques multifonctionnels qui permettraient de diminuer la pression sur le sol et de préserver les continuités écologiques, les zones de conservation avec une végétation indigène et d'essayer de trouver un juste milieu entre la production alimentaire, la production végétale et du coup la bioénergie.
Merci Clément pour ce petit tour d'horizon des bioénergies qui est effectivement une question assez complexe. Au final, en fonction de l'angle qu'on prend, on peut partir après dans des univers qui sont assez différents. Voilà une thématique un peu nouvelle, hein. C'est pas, en termes de bibliographie, je crois que c'est assez difficile des fois d'avoir des éléments. Il y a très peu d'éléments. En fait, on se rapproche rapidement de tout ce qui est bibliographie sur l'agriculture, où là, on a des quantités et des quantités de Ouais. bibliographie, mais qui sont souvent pas très adaptées par exemple, à la méthanisation, mais qui sont des problèmes surtout en fait d'agriculture. Donc, c'est un sujet très vaste qui est un peu pas difficile à sonder, mais c'est rapide de se perdre dedans et de ne pas réellement voir l'impact de la méthanisation ou de la production agricole pour de la méthanisation comparé à de la production plus alimentaire. On peut avoir un peu deux échelles, hein, entre la vision systémique de il faut produire de l'énergie, on utilise les sols pour la produire, et puis la vision très locale de l'utilisation des sols, de l'artificialisation que ça va engendrer. Donc c'est assez difficile à cerner entièrement. Est-ce qu'on a des remarques, des réactions sur cette thématique du coup, des bioénergies peut-être? Hélène Sanchez de la REC qui nous dit que c'est le cas en Seine-et-Marne avec notamment les déchets verts. On va utiliser 44 unités de biométhanisation. C'est quelque chose qui se développe. Est-ce qu'on a des tendances un petit peu d'année en année? Pour en avoir parlé avec du coup l'AREC, ça reste une politique qui, a priori, en tout cas en Île-de-France, ça reste une énergie qui est pas mal poussée par les politiques pour pallier à, par exemple, les éoliennes qui sont dans la région pas très bien vues par les communes et la population. D'accord. On a une remarque de M. Terrasse qui nous dit « L'un des travers serait de mobiliser de grandes surfaces agricoles pour subvenir à l'alimentation de ces bio-usines, comme les biocarburants un petit peu, en lieu et place de surface pour l'alimentation humaine. Enjeu redevenu crucial aujourd'hui. » Ça, c'est peu de le dire. Et effectivement, c'est un peu l'intérêt effectivement des cultures cives qui semble être une option pour limiter donc, ce recoupement un peu des enjeux, mais on se rend compte que même chez les cives, on a ces problématiques d'oiseaux nicheurs dans les parcelles. Et puis là, quand on arrive sur cette thématique-là, on sait qu'après, c'est à la bonne volonté de l'agriculteur de se rapprocher des associations locales, des choses comme ça, pour venir lui donner un coup de main pendant les périodes de nidification. Donc c'est un petit peu du cas par cas. Et nous avons une autre remarque d'Angelina Launay qui nous dit à savoir qu'on ne coupe pas du bois pour faire de l'énergie. Il y a un respect de la hiérarchisation des usages, bois d'œuvre en priorité. C'est surtout une problématique de rentabilisation et que pour l'instant, le bois d'œuvre est beaucoup plus rentable que le bois énergie. Du coup, et qu'on est dans des systèmes climatiques où on n'a pas non plus une croissance très importante du bois et rapide, mais avec toutes les pressions énergétiques qu'on peut voir actuellement en France et dans le monde, pour l'instant, on est encore loin que le bois énergie soit rentable, mais ça reste une pression, mais pour l'instant, c'est très marginal. Et on utilise surtout les déchets de bois et des coupes de bois pour faire cette bioénergie. Super, merci beaucoup. Alors, il nous reste 1 minute. Alors, je voulais faire un petit essai pour la dernière minute. Du coup, je vous ai renvoyé du coup, le lien sur la page Wooklap, là. Et l'idée, ce serait juste en un mot, peut-être, si vous pouvez nous dire du coup, ce que vous avez retenu de cet atelier, histoire de résumer, de synthétiser un petit peu vos ressentis sur cette heure à parler des énergies renouvelables. Donc, je vous invite à le remplir. Et pendant ce temps, nous avons aussi d'autres remarques, notamment, qui nous dit que GRDF est très pro-méthanisation et que, sauf si on plante des taillis à très courte rotation, sol coupé tous les 3 ans, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Oui. Ah, je vous affiche les mots. J'avais jamais essayé encore, hein. C'est de l'improvisation un petit peu. C'est une découverte de l'outil. Et donc, normalement, les mots grossissent en fonction du nombre de personnes qui les citent, avec biodiversité qui ressort en premier. Merci. On est mieux comme ça quand même. Bon, en tout cas, je vous remercie. Il est 15h30. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être s'il y a jamais une dernière remarque. Excusez-moi.
Moi, je ne sais pas pour ce qui est de notre rapport, mais en fait, il y a des points qu'on n'a pas abordés pendant l'oral ou parfois des préconisations qui vont être beaucoup plus chiffrées qu'on a mis dans notre rapport. Je ne sais pas s'il est diffusable ou pas juste à ce Zoom, mais voilà, sachez qu'on a quand même fait un rapport écrit dessus. Oui, tout à fait. Effectivement, alors le rapport, on avait essayé de voir avec votre équipe pédagogique, je ne sais plus trop où ça en était, cette histoire de savoir s'il était diffusable ou pas. Donc ça, je verrai directement avec Laura a posteriori pour effectivement, si possible, le mettre en ligne et disponible du coup aux personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois pour votre participation et à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Merci, bon après-midi. Merci. Merci.